De l'avocat Jean Ballan sur Boisquet, c'est qu'il s'agit d'une bavure franco-française. Les Français auraient poussé le bombardier ivoirien à frapper le bâtiment, qui était censé être vide à ce moment-là, et cela aurait pu alors servir de prétexte aux Français pour se débarrasser du régime de Laurent Gbagbo. Mais vous écrivez que vous n'y croyez pas. Pourquoi ? Parce que je crois au contraire qu'à cette époque, donc en novembre 2004, le gouvernement français est coincé en Côte d'Ivoire depuis 2002, depuis la tentative de coup d'État contre Laurent Gbagbo et la partition du pays. La France s'est interposée entre les rebelles de Guillaume Soro et le régime de Laurent Gbagbo, et la France est coincée entre les deux. Elle prend des coups de tous les côtés. Et en novembre 2004, on voit qu'on a des renseignements qui expliquent que Laurent Gbagbo va probablement lancer une offensive. La France décide de laisser Gbagbo attaquer. C'est ce que j'appelle dans le livre le feu orange. On sait qu'il y a des équipements, des munitions qui arrivent, qui sont d'ailleurs livrés par un marchand d'armes français, Robert Montoya. Et donc, on pense au contraire que pour sortir de la nasse, en quelque sorte, il faut laisser Gbagbo attaquer. On verra bien ce qu'il en ressort. Soit ça réussit et les rebelles sont obligés de désarmer, et on en a fini avec cette mission d'interposition. Soit Gbagbo échoue, et alors peut-être qu'il y aura un plan B à Abidjan, peut-être que l'armée ivoirienne, pourquoi pas le chef d'état-major de l'époque, prend le pouvoir, mais en tout cas, on laisse Gbagbo attaquer. Donc je ne pense pas du tout que ce soit un coup franco-français qui est mal tourné, qui était destiné à déposer, à renverser Laurent Gbagbo. Autre thèse sur ce bombardement, elle est défendue par certains officiers français comme le colonel de Revel, c'est celle de l'erreur de tir. Les bombardiers ivoiriens traquaient frénétiquement les positions rebelles dans Boisquet, et l'un des Sukhoi aurait raté sa cible, et là non plus vous n'y croyez pas. Pourquoi ? Alors je dois dire que j'ai trouvé que le colonel de Revel, lors du procès qui a eu lieu par contumace des pilotes et des copilotes à Paris, était assez convaincant sur la possibilité qu'il y ait une erreur de tir. Parce qu'effectivement, les rebelles se cachaient à proximité du camp français, ils avaient même installé des automitrailleuses tout près, se servant en quelque sorte du camp français comme d'un bouclier. Donc est-ce que l'avion ivoirien, le Sukhoi, piloté par d'ailleurs un mercenaire biélorusse, aurait fait une erreur, aurait visé les positions rebelles et aurait lâché son panier de roquettes trop tôt? J'y ai cru à un bon moment jusqu'à ce que j'aille à Abidjan pour essayer de rencontrer un certain nombre de protagonistes de l'époque et qui, je dois dire, se sont tous défilés quand j'ai essayé de les rencontrer. Ce qui a suscité chez moi une certaine forme de suspicion en me disant peut-être que effectivement ils ont quelque chose à cacher, toutes ces personnes, et peut-être que ce qu'ils ont à cacher, c'est qu'ils ont fait une erreur, mais non pas de tir, mais une erreur de ciblage, c'est-à-dire qu'ils pensaient cibler les rebelles, pensaient peut-être que les rebelles se cachaient dans le camp français, ça a été dit par certains, notamment par l'ancien ambassadeur Jean-Marc Simon d'ailleurs à votre micro au moment du procès. Et il me semble que c'est sans doute la thèse la plus vraisemblable, ce qui a été aussi d'ailleurs exposé par le militaire français qui commandait les forces françaises à Boisquet, le colonel Destremaux, qui a dit lors du procès à Paris qu'il pensait que c'était un bombardement volontaire, mais que peut-être que les pilotes et les copilotes ne savaient pas exactement ce qu'il y avait en dessous, ce qu'ils bombardaient. Ils ont peut-être cru vraiment qu'ils bombardaient les rebelles, et peut-être des rebelles cachés par les Français. Alors si on retient l'hypothèse de cette erreur de ciblage et de l'ordre donné aux deux pilotes de bombarder ce camp militaire français où pouvait éventuellement se cacher l'état-major rebelle de Chérif Ousmane, qui aurait pu donner cet ordre? Est-ce que c'est au niveau de Laurent Gbagbo lui-même? Je ne le crois pas. Je pense que pour en avoir parlé plusieurs fois avec lui, il l'a redit lors du procès de 2021. L'ambassadeur de France était dans le bureau de Laurent Gbagbo. Je raconte cette scène dans mon livre, très peu de temps après le bombardement. 1 heure après. Il a vu un homme absolument défait, qui apprenait quasiment la nouvelle, qui était en train de préparer son discours de la victoire. Je crois d'ailleurs qu'il faut vraiment préciser que les forces loyalistes étaient dans les faubourgs de Boisquet. Donc c'est ça qui est aussi assez incroyable dans cette histoire, c'est que le camp loyaliste était en train de l'emporter quand il y a eu au dernier moment ce bombardement qui a tout renversé. Donc je pense que ce n'est pas Laurent Gbagbo, je pense qu'il avait complètement sous-traité cette affaire aux militaires, d'ailleurs il n'a aucune maîtrise sur les questions militaires. Et alors après reste à savoir à quel niveau, est-ce que c'est un niveau très élevé ou pas? Est-ce que c'est Cadet Bertin qui était un des plus proches conseillers de Laurent Gbagbo et qui était très très remonté contre les Français? On ne peut pas exclure, je crois, que ce soit un niveau subalterne, peut-être à Yamoussoukro où était l'état-major de l'opération Dignité, peut-être un officier qui a eu ce renseignement et qui s'est dit avec cette frappe, on va emporter la victoire, on va montrer que les Français sont complices des rebelles et on en aura fini une bonne fois pour toutes et avec les rebelles et avec les Français. Et vous évoquez le nom du lieutenant-colonel Patrice Way qui commandait les opérations aériennes
ivoirienne à Yamoussoukro. Oui, alors il a un profil intéressant, Patrice Way, parce que c'est lui qui commandait les opérations aériennes à Yamoussoukro. Il se trouve qu'il avait été officier commandant à Bouaké, qu'il a vécu en direct l'humiliation de septembre 2002 quand les loyalistes ont dû fuir la ville devant les rebelles. Il a une revanche à prendre. C'est lui qui dirige les opérations. Il n'est pas impossible aussi dans la fièvre de l'époque qu'il ait pris cette décision en étant persuadé, encore une fois, qu'il allait frapper les rebelles. Et il a été condamné par la justice française il y a 3 ans. Il a été condamné par la justice française par contumace. J'ai essayé d'entrer en contact avec lui. Son avocat, curieusement, lors du procès à Paris, a fait savoir que son client, donc Patrice Way, était totalement hors de cause dans cette affaire et qu'il était prêt à témoigner. J'ai essayé de le rencontrer à Abidjan et curieusement, son avocat m'a dit qu'il avait perdu sa trace, qu'il ne savait pas ce qu'il était devenu et donc impossible d'entrer en contact avec lui. Là aussi, je pense que peut-être il n'avait pas spécialement envie de parler. Et le colonel Sekayapo, qui à l'époque était le chef d'état-major de l'armée de l'air, est-ce qu'il ne faisait pas partie aussi des ultras? Alors oui, il était lui aussi, faisait partie effectivement de cette fraction dure dans l'entourage de Laurent Gbagbo. D'après les témoignages que j'ai recueillis, notamment de l'officier Luc de Revel dont on parlait tout à l'heure, qui était le commandant de la base permanente française à Abidjan, il est entré en contact avec Sekayapo juste après le bombardement et il a vraiment la conviction que Sekayapo a découvert ce bombardement, que c'était absolument pas prévu et qu'il est tombé des nues en apprenant ce bombardement. D'ailleurs, il y a un certain nombre d'officiers supérieurs qui vraiment ont été extrêmement surpris par ce bombardement. Je pense que ce n'était pas un acte prémédité, peut-être un acte volontaire, encore une fois, décidé au dernier moment sur le coup. Et Simone Gbagbo? Simone Gbagbo, c'est vrai qu'on lui prête beaucoup d'intentions malfaisantes à l'égard de la France, mais de là à penser qu'elle aurait pu donner l'ordre en contournant le président avec une sorte de chaîne de commandement parallèle, je crois qu'on surestime son pouvoir. Par contre, qu'elle ait contribué à cette ambiance, ce climat vraiment très anti-français, je pense qu'elle a une place prépondérante là-dedans, mais sur la chaîne de commandement, je ne suis pas sûr. Mais ce qui est frappant dans votre livre, c'est que vous rappelez que la plupart des protagonistes ivoiriens dans cette affaire sont toujours vivants, et vous les avez tous sollicités, et que personne ne vous a répondu. Non, personne. J'ai essayé aussi d'entrer en contact avec Laurent Gbagbo. Il m'a fait dire qu'il était très occupé, de même que Cadet Bertin, de même que le procureur militaire Ange Kessy. Donc tout le monde, on est encore dans l'omerta. On est encore dans l'omerta, et ce qui est frappant, c'est qu'on est dans l'omerta côté ivoirien, mais aussi côté français, parce que c'est gênant finalement pour tout le monde des deux côtés. Alors l'omerta, il n'y a pas que les témoins qui ont des choses à dire, il y a aussi les enregistrements de l'époque, notamment celui de la conversation entre le pilote biélorusse et le copilote ivoirien à l'intérieur du bombardier Sukhoi qui va frapper le camp militaire français. Et ce qui est incroyable, c'est que vous écrivez que cet enregistrement, eh bien, il existe, il est aux mains des autorités françaises, mais que celles-ci refusent de le livrer à la justice française. Effectivement, pendant l'enquête, puisqu'une enquête a été ouverte quelques mois après le bombardement de Bouaké, c'est les familles des soldats qui ont porté plainte pour tentative d'assassinat et assassinat. Donc une enquête a démarré et les juges qui se sont succédés, il y en a eu 4. Je crois que c'est la première, Brigitte Reynaud, qui avait demandé la déclassification de ces enregistrements. Et en fait, on lui a opposé le secret défense. Ce qui est intéressant, c'est que depuis 20 ans, les langues se sont déliées quand même de temps en temps. Et par exemple, l'ancien chef d'état-major de l'armée, qui était à l'époque aux commandes, à savoir le général Henri Benteja, dit qu'il a entendu ces enregistrements et que ça va très très vite entre le pilote et le copilote. Et lui-même dit qu'on ne peut pas exclure que ce soit une erreur de ciblage. Donc ces enregistrements, j'avoue que je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas été versés dans le dossier et qu'on ne les ait pas entendus lors du procès. Je pense qu'ils auraient pourtant éclairé de manière cruciale les débats et la décision finale pour faire notamment toute la lumière. Je crois que les familles attendent toujours des réponses et le procès n'a rien résolu dans ce domaine. L'autre grande énigme sur Bouaké, c'est la fuite des 2 pilotes biélorusses, des 2 Sukhoi ivoiriens qui opéraient ce jour-là au-dessus de Bouaké. Ils ont été interceptés au Togo quelques jours après et pourtant la France de Jacques Chirac a refusé qu'ils soient transférés en France. Pourquoi? C'est évidemment la question que le tribunal a posée il y a 3 ans à tous les décideurs français de l'époque lors du procès de Bouaké. Et là, vous dites tout le monde s'est renvoyé la balle. Tout le monde s'est renvoyé la balle. C'est vrai que c'était assez étonnant ces scènes devant la cour d'assises de Paris. On a vu des ministres, Dominique de Villepin qui était à l'intérieur a dit ça ne me concerne pas parce que c'était des soldats, donc c'est la défense dans un territoire étranger, donc c'est le ministère des Affaires étrangères. Michel Barnier, qui était ministre des Affaires étrangères, a livré une clé très importante en disant que Jacques Chirac lui avait dit de ne pas s'occuper de la Côte d'Ivoire, que c'était les militaires qui géraient. Quand
quant à Michèle Alliot-Marie, ministre de la Défense, elle dit, contre toute vraisemblance, que ses conseillers juridiques lui ont dit qu'il n'y avait pas matière à interpeller les pilotes. C'est faux, on le sait, d'un conseiller qui était dans le cabinet de Michèle Alliot-Marie, David Sénat, pour ne pas le nommer, a dit lui-même qu'il n'avait pas été consulté, que s'il l'avait été à l'époque, il leur aurait dit qu'il y avait tout à fait matière à poursuivre. On pouvait, il y avait une enquête à ouvrir en flagrance, qu'on appelle en flagrance, donc en direct quasiment. On pouvait tout à fait envoyer des enquêteurs au Togo, là où les pilotes avaient été interpellés, et les interroger. Mais la France n'avait pas envie d'entendre les pilotes pour plusieurs raisons que j'expose dans le livre. Alors Thomas Hoffnung, vous rappelez quand même cette petite phrase de Dominique de Villepin lors du procès de 2021. Notre seul interlocuteur à l'époque au sud de la Côte d'Ivoire, c'était Laurent Gbagbo. Lancer une action judiciaire immédiate aurait peut-être risqué d'enflammer les choses. Je pense que c'est une des raisons fondamentales qui explique qu'on ait laissé filer les pilotes, justement. Parce que quand ils sont interpellés, ces pilotes, dans un groupe de 8 personnes au Togo, on est 10 jours après le bombardement de Bouaké. Il y a eu plusieurs jours d'affrontements très violents entre l'armée française, l'armée ivoirienne et puis les patriotes pro-Gbagbo dans Abidjan. Des milliers de Français et Européens ont été exfiltrés en catastrophe et les choses ont commencé, la tension à diminuer. Si on avait interpellé et transféré les pilotes en France, d'abord, on aurait dû mettre sur la place publique un certain nombre de choses qui étaient peut-être gênantes pour la France, notamment le fait d'avoir encore une fois laissé Gbagbo attaquer, d'avoir laissé un marchand d'armes français lui fournir des équipements, même s'il n'y avait pas d'embargo de l'ONU, mais il y avait des moyens d'entraver ces circuits. Robert Montoya, un ancien gendarme qui avait servi notamment à l'Élysée sous Mitterrand. Et puis, ça aura à nouveau fait monter la tension à Abidjan, alors qu'on était dans une phase où, au contraire, on voulait que les choses s'apaisent. Puis je crois qu'il y a un point très important, c'est que les militaires considèrent qu'à partir du moment où ils ont riposté, qu'ils ont détruit la flotte militaire de Gbagbo, c'était suffisant, en quelque sorte. Ils l'ont dit, Henri Batéja, le chef d'état-major, le général Poncet, qui commandait l'opération Licorne à Abidjan. Nous ne sommes pas des justiciers, nous sommes des militaires. On nous a tué des hommes, on a riposté, point barre. Et puis, dernier point, juger des mercenaires biélorusses à l'époque où Jacques Chirac était assez proche de Vladimir Poutine et de Gerhard Schröder. Il y avait un axe entre Berlin, Moscou et Paris suite à l'intervention américaine en Irak de 2003. Je crois que c'était aussi un des facteurs qui explique cela. Et j'ajouterai un dernier point qui est peut-être le point le plus fondamental, c'est que la France s'est rendue compte qu'elle avait sans doute surréagi par rapport à ce qui s'était passé. Suite au bombardement, on a totalement oublié la sécurité des Français. On est intervenu de manière disproportionnée et puis il y a eu ces émeutes anti-françaises. Et donc je pense qu'un procès de ces mercenaires biélorusses aurait donné lieu à une sorte d'examen des faits et peut-être un examen de conscience douloureux pour les autorités françaises. Ah, les amis, vous avez écouté, vous avez vu. C'est ça qui est la réalité. Le pouvoir du président Laurent Gbagbo a été attaqué à plusieurs reprises et à tous les niveaux. C'est-à-dire que ce soit par l'armée française, que ce soit par les rebelles de l'intérieur de Soroguium et de Alassane Draman Ouattara, ils ont tout fait pour empêcher le président Laurent Gbagbo de pouvoir développer la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on dit à Alassane Draman Ouattara, Amin Boudron, qu'il a fait ceci, il a fait cela. Mais à l'époque de la gouvernance du président Gbagbo Laurent, tout ça était impossible. Parce que vous-même, vous avez vu, les coups d'État se succédaient matin, midi, soir. Si ce n'est pas complot du cheval blanc, c'est cheval Mercedes noir. Si ce n'est pas tentative d'assassinat, c'est tentative de coup d'État, de tel camp. C'est-à-dire que tout était mis en place pour que le président Laurent Gbagbo ne puisse même pas gouverner. On nous attaquait, nous, mais c'est si nous, on mettait les embargos. Après l'échéance de 2005, où on allait chasser les rebelles de la Côte d'Ivoire et les ramener au Burkina Faso, d'où ils venaient, ils ont mis l'embargo sur la Côte d'Ivoire. Parce que c'est la France à l'époque qui décidait de ce qu'on devait faire dans ces colonies. Nous étions indépendants, mais c'était entre guillemets, c'est la France qui décidait tout à l'ONU. Cette l'ONU qui est devenue une prostituée du monde entier. Vous avez vu à cette époque-là, mais les Ivoiriens étaient stressés comme ça. Le président Laurent Gbagbo était stressé. Le pays était divisé en deux. Il fallait trouver le financement. Mais tous nos réseaux où on pouvait avoir l'argent ont été bouchés, fermés, parce qu'on voulait asphyxier le gouvernement du président Laurent Gbagbo. À l'époque, ils ont dit quoi? Ils ont dit les enfants mineurs travaillaient dans les champs de cacao, parce que c'est le cacao qui apportait de l'argent au président Gbagbo Laurent. C'est même cacao aujourd'hui qu'on paye à près de 1800 et quelques. C'est Gbagbo qui a ouvert les yeux des Ivoiriens.
et qui a démontré qu'on pouvait payer le cacao au-delà des 400, au-delà des 500 que faisaient Bédié, Oufoué et Draman Ouattara et consorts. Parce que c'était chaud sur le pays. Il fallait réagir. Il fallait trouver les financements. Draman Ouattara et la France sont allés jusqu'à mettre l'embargo sur des médicaments, des choses qu'on n'a jamais vues sur cette terre-là. Il y a des gens qui sont morts dans les hôpitaux. Alassane Draman Ouattara, ce pouvoir-là, pour qu'il puisse l'avoir, il a massacré, humilié les Ivoiriens. C'est la même chose pour Soro Guillaume. Soro Guillaume, comme ils lui ont promis qu'il allait devenir président, il a oublié que c'était un démocrate. Il a oublié que pour venir au pouvoir, il fallait mener une lutte démocratique. Il fallait passer par les urnes. Il a pris les armes. Il s'est fait l'apôtre du diable. Aujourd'hui, il est au Niger, dans le désert, en train d'errer. Aujourd'hui, il est cyberactiviste. Ça fait pitié, mais c'est ça qui est la réalité. Gbagbo a souffert. Les Ivoiriens ont vraiment connu la misère. Aujourd'hui, on dit qu'est-ce que Gbagbo a fait? Qu'est-ce que Gbagbo pouvait faire? Quand la France veut ta mort, quand dans ton pays, il y a des soldats français à chaque coin de rue. Quand tu habites à proximité de l'ambassade de France, quand de l'autre côté de ta rue, il y a le 43e Buma, si ce n'est pas parce que le peuple ivoirien était décidé à défendre le pouvoir du guide Gbagbo Laurent, pour rien au monde, les Français allaient laisser Gbagbo Laurent s'en sortir. Mais hélas, Dieu fait grâce. Et je sais que 2025, nous allons le refaire. Alassane Draman Ouattara et la France, ils font tout pour que le président Gbagbo ne soit plus candidat, plus jamais. Mais c'est à nous, Ivoiriens, de décider qu'est-ce que nous voulons et qui nous voulons à la tête de notre pays. Pourquoi est-ce que nous voulons Gbagbo Laurent? Pourquoi est-ce que nous exigeons que le président Laurent Gbagbo soit candidat? Parce que les faits sont là. Si vous voulez qu'on profite de notre sous-sol, si vous voulez que les Ivoiriens vivent comme des Qataris, si vous voulez qu'en Côte d'Ivoire on puisse faire des courses de Lamborghini, si vous voulez que les enfants aillent à l'école gratuitement, si vous voulez que les Ivoiriens aient l'AMU, c'est-à-dire qu'ils se soignent gratuitement comme ici en Occident, si vous voulez que la vie de l'Ivoirien lambda ou de l'Africain en Afrique de l'Ouest change, les amis, ouvrez les yeux, aidez le PPACI à aller prendre ou demander la candidature du président Laurent Gbagbo et surtout inscrit le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Nous venons de loin. Vous avez écouté cette vidéo-là. Les Français, ils font sortir des nouvelles vidéos à chaque arrêt pour pouvoir dire que les Français n'ont rien à voir avec les milliers de tentatives de coup d'État qu'a subi les Ivoiriens et le président Laurent Gbagbo. Mais hélas, nous autres, nous étions vivants quand ces choses-là arrivaient. Nous autres, là, nous sommes toujours là, nous sommes vivants et nous allons toujours sortir des vidéos. Oui, pour leur démontrer que nous ne sommes pas d'accord avec ces mensonges qui font passer ici des chaînes de télé mensongères comme RFI et consorts. Les amis, c'est le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent.